je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. Arcueil, la 141e. Et oui, mes loulous, la 140e, c'est fou, un jeu. Mais je sais, mais où est-ce que ça va s'arrêter? C'est le problème. Parti comme on est, je trouve qu'on a toujours autant d'énergie. Ah oui, toujours autant d'auditeurs. Toujours autant aussi. d'appétit. Oui, de plus en plus d'auditeurs. Pas toujours autant. Non. Bien sûr, avec notre piquet-cou à la régie. Bonjour. Animatrice et en même temps technicienne de régie. Pas de surface, de régie. Notre Jean à l'instruction publique. Salut à tous. Et votre Shlomo préféré. Enfin, ils savent que je t'appelle Shlomo maintenant, non, il faudrait peut-être quand même leur expliquer pourquoi, non, comme tu sais pas toi-même. Non, moi non plus. Ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Enfin, vous venez d'écouter religieusement, je suppose, Le Temps des cerises par Noir Désir pour l'artiste dans la société. L'artiste en dehors de celle-ci où il est en permanence, enfin pour la plupart. Dans la société, il l'est très peu. Vous savez, l'artiste et l'engagement politique, alors là, faut pas rêver, faut parler de choses improbables. L'artiste et la religion, par contre, là, oui, il est quand même un peu intéressé par toutes ces choses inexplicables. L'artiste et la science, là, par contre, c'est trop. La science, c'est pas son truc. Enfin, c'est plus son truc, pour la plupart, encore une fois. Et l'artiste et l'autorité. Voilà, c'est là-dessus qu'on brode tous les mardis, mon Jean. Voilà, et ce matin, on va broder sur le thème Nuit de Chine. Voilà, et on fait un petit clin d'œil en passant à nos copines nos copines, il y a aussi il paraît qu'il y a aussi des garçons. Ouais. Chez les carnettistes tribulants, on leur fait un clin d'œil. Les clarinettistes turbulents, t'as dit? Les carnettistes tribulants, je pense pas avoir fait d'erreur, si? Non, t'as pas fait d'erreur. Bien sûr. Salut les copines. Salut les copines. Donc on reste un peu en Chine et on restera encore en Chine un peu la semaine prochaine. Puis après, bon, on essaiera quand même de voyager. Après, on ira se faire débrider les yeux. Ah, voilà, absolument. Il faudra. Ouais. Par contre, au niveau musique, avant de démarrer sur la Chine, c'est Kenny Arcana, La Rage.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans pub, la radio la plus rebelle des radios libres, s'il en existe encore, d'ailleurs on peut se poser la question. Avec Piquet-Cou à la régie, Jean à l'instruction publique, notre hussard noir, vous verriez le beau mec, 1m80, les épaules larges comme mon ventre, bon, enfin, voilà. Non, à ce point-là, non. Un mec, vous avez vu, vous voyez Bertrand Cantat? Eh ben, on l'a ici, nous. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, pour passer tout de suite. Beaucoup plus doux, hein. Oui. Ah oui, là, c'est le seul. Si tu veux bien. Oui, là, il est pas content parce que lui, par contre, les femmes, il les frappe pas, il les caresse. Des yeux, des mains, de tout, quoi. Tout y passe. Bon, oui, mon Jean. La mini-tube de l'imminence. On va parler de moi toute la matinée, là. Oui, toute la matinée. mon vieux Bertrand, hein. La mini-tube de l'imminence de Raymond La Science et Shlomo. Pour parler tout de suite dans le poste, je lance un appel à un cri! Non, mais sérieux, c'est un vrai cri pour un artiste qui souffre d'une myopathie, mais J'accuse. Oui, j'accuse, oui, évidemment, oui. Enfin, je veux pas me comparer non plus à ce rigolo de Zola, mais bon, c'est pas l'affaire Dreyfus, non, pas tout à fait, mais bon, pour les myopathes, peut-être. Oui. Donc un artiste qui habite dans une cité d'artistes à Nogent-sur-Marne, vous savez, la petite ville où on va ériger une sculpture en hommage aux plumassières, mais les pauvres plumassières, qu'est-ce qu'elles vont prendre dans la tronche? Parce que ça sera un portrait de Carla Bruni. Vous savez qui c'est, Carla Bruni? Bon, je vais pas vous faire une conférence parce que mon jambe surveille. Il y a des mots qui tolèrent pas dans ma bouche. Bon. Mais les 40 000 euros, c'est réel? Et les 40 000 euros, c'est vrai, il y a 40 000 euros de la ville. Ça crée des vocations quand même chez les rapins de base. 40 000 euros de la ville et 40 000 euros de la région ou de quelque chose comme ça. Ça fait 80 000 euros. 80 000 euros pour faire un bronze, ouais. Pour faire un bronze de la plumassière, ouais. De la plumassière de l'Élysée, oui, d'accord, ouais. Voilà. Bon, oui, donc, quand même. Oui. Ouais. Donc, dans cette bonne ville de Nogent, où on consacre 80 000 euros pour faire une sculpture en hommage à la couineuse nationale, Nogent, il me regarde d'un air sévère. Bon, enfin, il aime pas du tout cette expression. Et tu sais sur qui il va cogner, Bertrand Cantat, si tu continues. Il y a donc ce camarade artiste myopathe qui a des démêlés avec le bailleur de la cité d'artistes Guy Loé. Le bailleur qui est en fait la Caisse des dépôts, vous savez, cette Caisse des dépôts dont le camarade président, petit ventilateur, sollicite comment dirais-je, la contribution pour des amis qui sont dans le caca, c'est-à-dire de l'argent public qui est prêté à des gens du privé. Là, pour ça, la Caisse des dépôts, elle est très active, mais quand il s'agit d'aménager des espaces, enfin un escalier ou une douche ou un espèce de pan incliné pour fauteuil roulant, etc. Eh bien, elle envoie carrément, je vous pardonnerai l'expression, quoique je ne vais pas vous demander pardon, mais enfin, je vais le faire semblant d'être poli, ou d'être gentil, ou d'être prévenant. Elle envoie carrément chier cet artiste handicapé myopathe, je le rappelle, et puis gravement handicapé myopathe. Donc, en le menaçant de procès récemment, la directrice de l'OSICA, c'est le nom officiel du bailleur, mais pour la Caisse des dépôts, l'OSICA, la directrice de cet organisme de recouvrement de créances, si on peut dire. Enfin, vous voyez ce que c'est qu'un propriétaire, hein, qui soit privé ou public, c'est à peu près le même combat. Eh bien, la seule réponse qu'ils peuvent faire aux demandes qui sont pourtant modestes de cet artiste handicapé myopathe, c'est le menacer de procès. On se demande pourquoi, mais enfin bon. Voilà où ça en est. Donc, je répète, cet artiste habite un premier étage. Dans l'état de sa myopathie, il ne peut pas descendre ni monter cet étage. Pour faire sa toilette et enjamber sa baignoire dont il a demandé en remplacement une douche depuis des années, il se met toujours en danger parce qu'il peut brutalement tomber d'un seul coup comme ça, et puis ça lui arrive de tomber dans son atelier, il faut qu'il rampe jusqu'à son lit. Heureusement c'est un petit studio,
c'est pas un immense appartement, il rampe, mais par terre jusqu'à son lit pour pouvoir se hisser sur son lit sans relever. Vous voyez dans quel état il est. Voilà, donc si des auditeurs, si des gens qui nous écoutent en ce moment, ou des auditeurs qui nous écoutent mais qui n'ont pas les compétences, mais qui peuvent avoir des amis ou des relations qui sont compétents pour ce genre de problème, c'est-à-dire savoir quels sont les recours qu'a cet artiste pour vraiment avoir une comment dirais-je, pouvoir peser sur les décisions de ce bailleur, vraiment, comment on pourrait dire ça, enfin c'est inqualifiable, je vais pas dire trop de grossièreté ce matin, il est tôt, il y a des gens qui se lèvent, c'est pas la peine de trop les secouer. Enfin bon, s'il y a des auditeurs qui ont une réponse à donner à cet artiste, quelque chose qui puisse l'aider dans ses démarches administratives pour essayer d'améliorer ses conditions de déplacement, eh ben qu'il fasse signe à l'émission. On va vous donner une adresse pour alors, soit vous nous téléphonez au 01 43 71 89 40, 01 43 71 89 40, ou bien vous écrivez, Jean. À partir du blog de l'émission, par exemple, puisqu'il y a un lien contactez-nous. Sur le blog de l'émission, c'est http://arracaille.blogspot.com. Voilà. On vous remercie de votre attention, comme on dit. Et on espère qu'on pourra, grâce à vous, aider cet artiste handicapé. Bon, Jean, voilà, j'ai fini mon blabla. Merci Shlomo. Pronostic Bertrand. Bon, et puis alors moi j'ai décidé un peu de laisser tomber ma revue de presse, de proposer quelque chose de différent, au moins jusqu'à l'élection présidentielle. Parce que là, je me farcis les journaux du matin au soir, et il n'y en a plus que pour l'élection présidentielle, et cette espèce de course à l'échalote des égos boursouflés, là, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc j'ai plutôt envie, pendant au moins, je dis, jusqu'à la présidentielle, de vous parler en lien quand même avec une certaine actualité, de choses que je trouve intéressantes, quoi. Voilà, tout simplement. Ah, c'est si tu n'y vois pas d'inconvénient. Oh non, mon Jean, parce que t'avais l'air tellement reposé ce matin, tu vois que. Oui, je sais. Et tu veux pas savoir le bien que le soulagement que ça a été, parce que ça commençait à me peser là, pas mal, tu vois. Et il y en a vraiment plus que pour ça. Moi, les deux bazars là, on voit bien que ça va se résumer à un duel entre blanc bonnet et bonnet blanc, ou à peu de choses près, disons. Tout à fait. Voilà, ça commence à me courir. Par contre, et là je commence avec quelque chose, quand je dis l'actualité, c'est parce qu'il y a une émission de télévision ce soir, voilà, qu'il faudrait ne pas manquer. Tu connais, mais je vous en dis plus tout à l'heure, à la fin. Tu connais, Robert, mon dada sur le fascisme, qui veut qu'une pyramide bien structurée puisse faire fonctionner une dictature avec seulement une quinzaine de personnes. Tout à fait. Redévelopper ça, tu sais, voilà. Une quinzaine de personnes bien structurées, et ça suffit. Ensuite, évidemment, il faudra quand même un certain nombre d'exécutants des ordres, mais c'est très facile. Tu fais mettre des gens dans une salle par des soldats en leur disant voilà, vous les déposez là. Ensuite, tu demandes à d'autres qui savent pas ce qu'il y a derrière la vitre d'appuyer sur tel bouton, et puis voilà, ils envoient les gaz. Je veux dire, c'est vachement facile. Et bien, il y a une question qui hante les cours de philosophie sur tous les campus de la planète depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on peut résumer à peu près comme ça. Comment un peuple qui a donné au monde Bach, Beethoven et Mozart a-t-il pu engendrer Hitler? Ou alors, plus trivialement, on peut la poser différemment, comment ce même peuple a-t-il pu se faire le complice des atrocités commises par les nazis? Et c'est vrai que c'est une question vertigineuse. Alors, en 1967, dans un lycée californien, un prof de philo et d'histoire en a eu marre de ne pas savoir quoi répondre à cette question que lui posaient ses élèves. Alors, à leur arrivée, un lundi matin d'avril, il leur propose de fonder avec eux un mouvement basé sur la discipline et l'esprit de groupe,
ainsi que sur le dénigrement de la démocratie, jugée davantage centrée sur l'intérêt de l'individu que sur celui de la communauté. Ça te dit quelque chose ? Non, mon cher. Non ? Bon. Piquet-Coup ? Oui. L'expérience... Oh là, ça aurait été étonnant. Piquet-Coup a des lectures. Oh oui. Elle lit en diagonale surtout. C'est ça L'expérience, baptisée la troisième vague, commence par un cours théorique sur la notion de discipline, accompagné de quelques applications pratiques. T'es pas vexé quand même, hein ? Si, ça y est, ça vient. Ah oui, ça me revient. Ouais. Ça vient. Oui, voilà. Oui, j'ai été intoxiqué par cette histoire. T'as été intoxiqué par cette histoire. Ainsi, après avoir cité à ses élèves des exemples d'artistes, de scientifiques ou de sportifs qui ont connu une grande réussite grâce à une discipline de fer, leur montre-t-il une position physique, c'était une position assise d'ailleurs, susceptible de favoriser leur concentration et donc leur attention. Je rentre pas dans les détails parce que ça n'a pas un intérêt énorme, hein. Ouais. Les détails, je veux dire. Le lendemain, une fois tous les élèves assis dans cette même position, le professeur commence par écrire au tableau la devise du mouvement, la force par la discipline, la force par la communauté. Les élèves sont alors contraints de réciter cette devise plusieurs fois, d'abord l'un après l'autre, puis ensuite par groupe de 2 ou 3, enfin toute la classe ensemble, le tout pendant 1 heure, pendant toute la durée du cours. Le professeur finit le cours en proposant au mouvement d'adopter un salut communautaire qui consiste à amener la main droite à hauteur de l'épaule droite, les doigts arrondis en forme de coupe. Ce qu'il oublie sciemment de préciser à ses élèves, c'est que ce salut a en fait été créé et utilisé par les nazis. Bon. Le 3e jour, 13 nouveaux étudiants viennent se joindre au cours. Le professeur en profite pour justifier la délivrance d'une carte officialisant l'appartenance au mouvement. Certaines cartes, j'ai oublié le nombre exact, sont marquées d'une croix rouge. Cette croix signifie que les porteurs de ces cartes ont pour mission de dénoncer les membres qui ne respecteraient pas les règles de la communauté. Bon, alors j'imagine que tu as déjà deviné comment l'expérience allait tourner, surtout si tu te rappelles avoir été intoxiqué par cette histoire. Enfin bon, je vais quand même jusqu'au bout. Hein. Oui, bonjour. Bon. Si certains élèves semblent avoir très bien compris l'intention cachée de leur professeur, la majorité semble considérer la création de la troisième vague comme une affaire très sérieuse, au point de dénoncer les premiers pour avoir tourné l'expérience en dérision. Un élève propose au professeur de devenir son garde du corps, ce que le professeur accepte. Le 4e jour, en arrivant dans la classe, le professeur découvre que les 30 élèves habituels sont devenus 80. La proposition par certains de créer une police secrète est retenue. Sans les en prévenir, le professeur décide alors d'arrêter l'expérience dès le lendemain, donc le 5e jour de la semaine, le vendredi. Et ce vendredi, donc, la révélation qu'il s'agit d'une supercherie enchaîne des réactions violentes de dépit. Certains élèves hurlent à la manipulation, d'autres ou les mêmes à la trahison. Le professeur leur répond que les Allemands ont nié avoir eu connaissance de l'extermination des Juifs, des Tziganes ou des homosexuels. Ce qu'à l'UMP d'ailleurs on continue de nier en France. Un jour, leur dit-il, de la même façon, vous nierez avoir participé à cette expérience. Il faut préciser qu'aucun élève n'avait même seulement établi le moindre parallèle entre troisième vague et troisième Reich. Depuis, de nombreux doutes ont été émis sur la véracité de l'expérience, alimentée par le fait qu'elle est restée pratiquement secrète jusqu'en 1981. Mais enfin bon. Donc nous, on va pas, je vais rien vous dire de plus. À y regarder de près, tout de même, est-ce que le désir que nous avons, nous, de lui accorder crédit n'a pas une valeur au moins aussi intéressante que le fait qu'elle ait existé ou non. Tout à fait. Ouais. Il y a de quoi s'interroger là-dessus. Donc voilà, dans tous les cas, si vous voulez vous faire votre propre idée, j'imagine qu'il y a des auditeurs qui ont entendu parler de cette histoire, d'autres pas du tout. À 20h35 ce soir sur la chaîne Histoire. Voilà, il y a une émission extrêmement bien documentée sur la troisième vague.
La chaîne Histoire, elle a qu'un défaut. Hein. Alors la chaîne Histoire, oui, elle a qu'un défaut. Elle appartient en fait à 100% au groupe TF1. Ça me fait. Oui, d'accord. Ça me fait vraiment, ça me gonfle vraiment de faire de la promotion pour le groupe TF1. Mais bon, l'émission est vraiment très très bien faite. Hein. Alors débrouillez-vous comme vous pouvez, c'est vraiment à ne pas manquer. Hein. Elle est sur le câble, cette chaîne. On peut la regarder aussi par la TNT, par satellite, enfin tout ce que vous. Voilà, ou en différé sur le site internet, c'est peut-être le mieux à faire. Ouais, je crois que c'est le mieux parce que c'est gratuit. Voilà, exactement. Vous leur filez pas de fric comme ça. Non, oui, parce que les chaînes payantes, bon. Ouais, voilà. Non, quand je dis le câble, c'est que je crois pas qu'elle soit payante. Ah bon? En fait, ouais, ça fait partie des. Mais elle est pas sur la TNT en tout cas. Ah bon? Ah non, ou payante. Sûr? Ah oui, parce que sur la si elle existait sur la TNT, j'y serais allé. Bon, alors ne la regardez pas sur ne la regardez que sur internet, donc 20h35 ce soir, mais je pense que vous pourrez la regarder dans les prochains jours aussi en différé si vous la regardez sur internet. Donc c'est la 3e vague, hein, vous tapez la 3e vague dans le moteur de recherche et le site internet c'est http://www.histoire.fr. D'accord. Voilà. Bien, bon, Jean. Mais il y a un film qui était sorti qui s'appelle La Vague justement en 2008 qui narrait exactement cette expérience. Voilà, La Vague est aussi tirée de cette expérience. Bien, Piquet-Cou. Mais je préfère le documentaire parce que je crois qu'il est beaucoup plus objectif, voilà. Je crois qu'il est totalement objectif. J'espère que vous avez bien écouté parce que quand notre gens racontent des histoires comme ça, c'est pas pour de rire. Voilà, que cette histoire en fait soit vraie ou pas, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est de s'interroger sur la tentation fasciste qui dort de manière plus ou moins... Non, on en a eu la preuve d'ailleurs pendant la dernière... En chacun de nous. La dernière guerre mondiale où joyeusement le peuple français a participé à ce que vous savez. Voilà, je crois qu'il faut jamais penser qu'on est à l'abri de tentations comme ça et je trouve que c'est très intéressant de s'interroger là-dessus. Voilà. Tout à fait, mon Jean. Merci beaucoup.你何时跟我走？可以
c'était Q-Yan qui interprétait Nothing to My Name. Alors Q-Yan est considéré un peu comme le père du rock chinois. C'est une chanson qui a été composée en 1986 et qui est devenue en 1989 un peu l'hymne de résistance quand les étudiants se sont trouvés sur la place Tiananmen. Q-Yan a chanté avec un bandeau rouge sur la tête et en fait il l'a payé très cher parce qu'il a été interdit pendant 15 ans de concerts. Merci Piquet-Cou sur Radio Libertaire, la plus rebelle des radios, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec Piquet-Cou, mon Jean, qui va tout de suite vous causer dans le poste 5 méditations sur la beauté par François Cheng, né. Je lui laisse. J'allais piétiner ces plateformes. Ah non, ça m'aurait, tu peux pas savoir le plaisir que ça m'aurait fait. Je me suis repris juste après. Robert citant une date, tu vois, ça, je veux dire, ça aurait fait date, quoi. Voilà. Oui, bonjour, d'accord. En quelque sorte. Elle est bonne, Bertrand. Oui. Et on va commencer nos nuits de Chine, donc, comme tu l'as dit, par un extrait de 5 méditations sur la beauté par François Cheng, né en 1929. C'est un vieux monsieur, maintenant. Il est vivant, toujours. Oui, il est vivant, il est à l'Académie française. C'est pas la meilleure idée qu'il ait eue, mais enfin, bon, on peut comprendre on compatit. On peut comprendre que pour un étudiant chinois qui arrive à Paris. Enfin bref. Parce que effectivement, il est venu à Paris en 1948, François Cheng, parce qu'il était fasciné par la culture occidentale et en particulier la peinture française. Il nous révèle en fait, François Cheng, tout au long de son œuvre, qu'il ne s'est en réalité jamais éloigné de la culture de son pays natal. Il n'a d'ailleurs eu de cesse d'établir des ponts entre les deux, la culture chinoise et la culture française, jusqu'à vivre en parfaite symbiose avec l'une et l'autre. Ainsi, le déchirement qu'il subissait depuis son arrivée du fait des différences qu'il y a entre ces deux cultures, a pu faire place peu à peu à une sorte d'épanouissement intellectuel. Au long du XVIIIe siècle, dans divers pays de l'Europe occidentale, on se mit à repenser le problème de la beauté dans l'art. Dans son article sur le beau, Diderot, admirateur de Chardin, a une démarche encore fondamentalement classique, avec quelques percées dans le sens d'un regard plus neuf. Lorsque touchant la structure interne d'une œuvre, il soutient, comme nous l'avons vu précédemment, que la beauté qui en émane réside dans les rapports, ou lorsqu'il avance l'idée que, par-delà l'imitation, l'art nous apprend à voir dans la nature ce que nous ne voyons pas dans la réalité. C'est à Baumgarten que revient le mérite d'avoir été le premier à émettre le vœu que soit instituée une discipline ayant trait à l'esthétique, sorte de science de la sensibilité, la beauté étant à ses yeux la forme sensible de la vérité. Immédiatement après lui, les penseurs allemands se feront un devoir de réfléchir sur la question de la beauté. Kant lui-même n'y fait pas exception. À ses grands critiques, il ajoutera une critique de la faculté de juger, consacrée à la manière dont l'homme appréhende le beau. Dans cet ouvrage admirable de rigueur et de clarté, le point de vue du philosophe est celui d'un spectateur qui se trouve devant un objet de beauté ou une œuvre d'art et qui tente de l'apprécier. Il n'est pas tout à fait celui d'un créateur engagé dans le processus de la création dont la conscience affronte la beauté comme un défi qui lui est lancé. Cela est logique, car la démarche générale du philosophe est dualiste. Il est dans la position d'un sujet qui aborde l'objet de face dans l'intention de le connaître. On sait avec quelle lucidité il a pu mesurer jusqu'où peut tendre la connaissance humaine. Toutefois, on sait aussi que sa réflexion philosophique l'a conduit à poser que la chose en soi, la chose telle qu'elle est en elle-même, l'homme ne peut la connaître. Pour le philosophe, notre goût est l'élément de base qui nous permet de juger le beau, et il va nous donner 4 définitions du beau. Petit 1, le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Petit 2, est beau ce qui plaît universellement, sans concept, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver la beauté, mais seulement l'éprouver. 3, le beau est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle y est perçue sans représentation de fin, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art ne vise pas une fin utile. 4. Est beau ce qui est reconnu sans concept comme l'objet d'une satisfaction nécessaire, c'est-à-dire que chacun de nous doit nécessairement y être sensible. À nos yeux, ces 4 définitions sont probablement insuffisantes pour appréhender tout l'ébranlement de l'être,
toute la transformation potentielle qui s'opère à l'intérieur d'un sujet lorsque le désir et l'esprit de celui-ci sont aux prises avec la beauté. Voilà, merci beaucoup Piquet-Cou. Alors 5 méditations sur la beauté donc de François Tcheng est édité par le Livre de Poche, donc ça coûte pas très cher, hein. Vous pouvez trouver ça aux alentours de 5 €, je pense, hein. Et vous pouvez le commander auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, fille du calvaire, ou, pour les plus courageux, République. Les plus courageux. Oui, ça doit faire 150 mètres de plus peut-être. Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W librairie-publico.com. Voilà, la librairie de Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, mais Robert y reviendra tout à l'heure, comme il le fait à chaque fin d'émission. Oui, voilà. Bonjour. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le livre, l'ouvrage de Kant sur l'esthétique en fait de Kant auquel François Tcheng fait allusion dans cet extrait, c'est une des références de l'émission Arakaï. On a déjà dû 2 ou 3 fois au moins en lire des extraits, mais c'est aussi une mine inépuisable. Donc vous n'en avez pas fini avec Kant. On y reviendra régulièrement. Oui, voilà. Mais ces 5 méditations sur la beauté, même si c'est toi qui l'as rédigé, que à nos yeux ces 4 définitions sont probablement insuffisantes. C'est de toi ou de lui? Ah non, ça c'est François Tcheng. C'est-à-dire que tu vois les quatre définitions, il y apporte évidemment son œil d'abord du chinois, si j'ose dire, et aussi sa modernité, bien sûr. Oui, parce que moi je trouve que effectivement, on peut pas probablement définir une chose aussi complexe, un concept aussi complexe que ça, mais quand même, avec ces 5 définitions, on a de quoi travailler, réfléchir, et moi, je trouve que c'est posé assez clairement. Ah oui, complètement. Ah non, mais de toute façon, Kant, c'est remarquable. Ouais. Voilà. Pour des artistes, je veux dire, c'est très important d'avoir cette incitation à réfléchir sur ce qu'on fabrique, enfin dans ce monde, quoi. Voilà. Oui, pour les plasticiens auxquels on s'adresse, mais on sait qu'on a d'autres auditeurs, heureusement qu'on sort un peu des danseurs de claquettes, des danseurs de claquettes, par exemple, exactement. Il y a disons trois philosophes auxquels on revient régulièrement, c'est Kant, Schopenhauer et Nietzsche. Voilà. Que des gens simples. Non, lequel non, aucun n'est réellement simple. Non, mais Jean, il navigue là-dedans et il barbote là-dedans. Mais non, je barbote pas là-dedans. Rouge dans un petit bassin parisien. Il y a quand même beaucoup plus compliqué au niveau du langage, si tu veux, que ces trois-là. Bon, tu nous en parleras une autre fois. Non, on a déjà lu ici des extraits de textes il fallait quand même se les fader, quoi. C'est-à-dire que les auditeurs, ils ont tout le temps après pour se les fader, puisque nous, à l'émission, là, tout de suite, même si on les a lus avant, on n'a pas encore eu le temps de s'y faire. Voilà. C'est vrai qu'on a tout le temps ensuite, en utilisant les liens que je mets chaque mardi sur le blog de l'émission. C'est bien. Merci, Robert, de m'aider à rappeler le blog. HTTP, on le fait pas assez. http://arakai.blogspot.com. Voilà. Et le téléphone du studio, ma chère camarade, c'est le 01 43 71 89 40. Si vous avez des pistes pour notre camarade artiste biopathe, vous pouvez toujours nous appeler à cette adresse.
C'était Juliette Gréco qui interprétait de Pantin à Pékin. Et tout de suite, sur Radio Libertaire, à Racaille, notre camarade Piquécou va s'y coller pour une histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'un artiste chinois de l'époque Tang, Wang Wei. Donc Wang Wei, né en 699 et mort en 759. Après 3 siècles et demi d'une période troublée, pendant laquelle elle était virtuellement coupée en deux, la Chine retrouve son unité, et avec elle, une prospérité économique et artistique favorable à la confrontation des idées. D'où la naissance, chez les plus lettrés, d'une sorte de syncrétisme entre les 3 majoritaires que sont le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Le pays va alors vivre un niveau de développement qu'il n'avait plus connu depuis les Han. Une des grandes nouveautés artistiques de l'époque Tang est l'apparition du paysage. 2 styles vont se disputer les faveurs des amateurs. Le premier se caractérise par l'emploi de 3 tons de base, l'or, le bleu et le vert, ainsi que par un goût du détail réaliste envahissant. Le second, au contraire, par l'emploi d'un seul ton et un dépouillement sans égal. Le maître absolu de cette tendance est Wang Wei, dont le rouleau, chute de neige sur les montagnes le long d'une rivière, est considéré comme le premier exemple de paysage peint directement d'après nature. Initiateur du paysage monochrome à l'encre, Wang Wei, par la liberté de sa facture et la sobriété synthétique de son style, annonce les maîtres à venir de la peinture dite sans contrainte. On peut aussi dire qu'il continue aujourd'hui d'irriguer l'art de la Chine. Il faut préciser qu'on lui attribue une innovation qui va exercer une influence décisive sur l'avenir du paysage, la méthode dite de l'encre brisée, qui consiste à rompre, à l'aide d'accents plus appuyés, la platitude qui menace toujours le lavis. À la mort de sa femme, il se retira à la campagne et devint un bouddhiste fervent. Il fut ermite amoureux de la nature. Il fut l'idéal du lettré, à la fois poète, musicien, peintre, tantôt serviteur de l'État. Comme la plupart des artistes de son temps, il travaillait dans une exaltation, voire un délire, qui n'était pas seulement esthétique. C'est peut-être ce non-conformisme qui a joué le rôle le plus essentiel en ouvrant une brèche béante dans le rempart de la tradition picturale chinoise. Plus tard, bien plus tard, tous les lettrés continueront de se réclamer de celui dont, selon les mots du poète et calligraphe Zhu Tongpo, les peintures sont des poèmes et les poèmes sont des peintures. Je vais vous lire pour finir un quatrain de Wang Wei, extrait de son ouvrage « 7 poèmes sur les joies d'un jardin campagnard ». Touffue et odorante, l'herbe au printemps verdoie, la pinède qui grandit en été frissonne au frais, vaches et moutons rentrent tout seuls au village, le garçon naïf ne reconnaît pas la veste et le bonnet mandarinal. Ah, super. Voilà, Wang Wei. Donc premier, attention, très important, hein. Premier paysage connu d'après nature. On est quand même très très loin des impressionnistes, hein. 699, 759. C'est ce qui m'a sauté Wang Wei, ouais. Ah, oui, dans les trous de nez. Oui. Tu vois, hein, les petites touches dont il s'agit, qui brisent un petit peu la... Enfin, quand on parle de monotonie, c'est quand même excessif, hein, parce que justement, le lavis n'est jamais totalement un aplat. Hein, mais pas. Voilà, tu vois, un petit peu comme avec une gouge de céramiste, tout à fait. Petit coup de plume comme ça. Non, on imagine. Alors, j'aime bien nous les Européens en train de nous la ramener là. La révolution impressionniste, oui, bah c'était 1500 ans avant, quoi, à peu près. Voilà. Donc, chute de neige sur les montagnes le long d'une rivière. Hein, je mettrai ça, une reproduction sur le blog ou un lien vers Wang Wei, mais jusqu'ici, je n'en ai pas trouvé à proprement parler, hein, sur le blog de l'émission http://arakai.blogspot.com, parce que je ne le répète jamais assez, je crois. Mais enfin, ceci dit, on en est quand même à 33 000 visiteurs sur ce blog, ce qui nous fait une moyenne de 11 000 par an. Bon, bah, c'est correct. Et en tout cas, merci infiniment, mon Jean, alias Bertrand Cantat. Son sosie, on ne sait pas lequel des deux d'ailleurs est le vrai, mais bon. Si, je sais. Non, parce qu'il commence à me regarder de travers. Non, mais tu sais, on ne sait pas comment la violence se déclenche d'un coup. Il y en a un qui est une brute épaisse et l'autre qui est doux comme un ange.
Il est à côté de moi, à ma gauche. C'était Aileen Wang, la lune d'automne s'est reflétée dans le lac. Oh, et ben dis donc, avec un... Oh là, on est bouleversé ici. T'as pas trouvé chute de neige sur les montagnes le long d'une rivière, mais je suis sûr que t'as cherché. J'ai cherché, longuement. Donc vous êtes toujours sur Radio Libertaire, hein, vous avez de la chance, sans Dieu, sans maître, sans pub, une radio libre, enfin une. À Racaille, la 141e, avec Piquet-Cou à la régie, Jean à la culture, et moi tout de suite, là, dans le poste qui va vous causer d'une histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'un artiste chinois de l'époque Qing, qui s'appelle Shi Tao. Et ses dates de naissance, je suis bien obligé de vous les... Oui, mais enfin, tu peux... Elles sont approximatives, on va dire. Disons, sur le 17e, 18e, quoi. À cheval sur les deux. Non. Fin 17e. Je crois qu'on est presque plus sûr de celle de sa naissance que celle de sa mort, ce qui est assez étonnant, mais enfin. Donc 17e, quoi. Et je dois encore une fois remercier notre hussard noir de la République qui nous fait découvrir des artistes que je suis pas très porté sur ces manifestations artistiques asiatiques. Mais là, je crois que j'ai découvert un artiste qui me plaît beaucoup. Les peintures que j'ai vues de lui sont d'une liberté assez extraordinaire. Il me fait penser un petit peu à Ivre de femme et de peinture. C'est un peu même. Aussi avide que le furent jadis les Mongols de Yuan d'assimiler la prestigieuse culture chinoise, vous savez que tous les envahisseurs de la Chine ont assimilé sa culture, Fu Lin, héritier du trône mandchou, fonde la dynastie des Qing. Protecteur des arts, il encourage tout ce qui est traditionnel, constitue des collections et favorise la rédaction d'encyclopédies en tout genre. Mais la peinture demeure académique et le respect des règles va croissant. Les œuvres inspirées des grands maîtres abondent, ainsi d'élégantes compositions de bouquets puisées dans les albums de gravure sur bois vont-elles connaître une vogue immodérée. Oui, c'est un peu casse-bonbon, leur bouquet de fleurs. La peinture officielle est alors dominée par les 4 Wang, qui ont une conception idéaliste du paysage qui accompagne une certaine froideur de la touche, malgré ou à cause de sa finesse et de sa distinction.
Aujourd'hui, on a plutôt tendance à rechercher les grands peintres de l'époque au sein des individualistes. Ces artistes maudits, vous voyez déjà, il y avait des artistes maudits en Chine, ils ont tout fait avant nous, qui œuvrèrent dans la solitude en étant le plus souvent méconnus de leur temps. Bon nombre d'entre eux menèrent d'ailleurs de front une carrière monastique. Ainsi, Shi Tao, apparenté au Ming, qui refusa de collaborer avec les envahisseurs mandchous, et se fit, pour leur échapper semble-t-il, moine bouddhique, alors qu'il était encore un enfant. Il proclama très tôt sa soif d'indépendance, faisant fi de l'éclectisme alors à la mode, autant que des modèles anciens. Il passa presque toute son existence à voyager avant de se fixer sur la fin de sa vie à Yangtze. Shi Tao a formulé les principes de son art dans un traité intitulé « Propos sur la peinture », dont on va lire un extrait la semaine prochaine, Jean, Piquéco ou moi, et où il rejette sans distinction toutes les écoles, celles du Nord comme celles du Sud. Ça, j'aime bien les mecs qui rejettent tout. Ça me plaît. Et puis, il faut dire que il y a quand même belle burette, c'est pas récent, c'est pas un artiste contemporain qui rejette tout, mais qui aussi, en même temps, sont bien contents de manger au râtelier. Il peignait selon son propre style, voyant de mystérieuses affinités entre l'acte créateur de l'artiste et la création naturelle. Là, ça aussi, je suis assez sensible à ça. En ce sens, il renouait avec les théoriciens de l'époque Song. Son chef-d'œuvre, La cascade du Mont Lu, est au sommet de grandeur, un sommet de grandeur et d'universalité. Il y parvient en effet au très difficile équilibre entre vision objective et vision subjective. Et une liberté aussi, c'est ça qui me plaît chez lui, c'est que c'est pas du tout un académicien, c'est quelqu'un qui, on sent, qui met tout son corps dedans, on sent son pinceau, que c'est, qui répond à des impulsions, c'est pas du tout quelque chose qu'on ressent pas comme cérébral et froid, quoi. La nature y est à ce point présente que l'œuvre elle-même semble obéir aux principes qui régissent les phénomènes naturels. Voilà, c'est ça. Il est dans la nature, il a cette sensibilité. Comme on l'a déjà vu la semaine dernière, Shi Tao avait perdu sa mère encore bébé, dans des circonstances tragiques, ce qui a sans doute fait de lui un être meurtri, déchiré, en proie à des problèmes d'identité. Alors vous allez voir la suite, c'est pas mal. On lui connaît une trentaine de pseudonymes. Alors écoutez bien, c'est moi ça me fait craquer. Racine obtuse, rongé jusqu'aux os, moitié d'homme, moine citrouille amère, le vieillard solitaire, le disciple de la grande pureté, etc., etc. Bien que moine, il semble qu'il n'ait pas toujours dédaigné les plaisirs de la vie. Bravo! Encore un moine de Saint-Bernardin, ce qui accentue encore la sensation d'être face à un électron libre. Oui, les artistes qui sont pas électrons libres, on s'en méfie. En tout état de cause, il reste comme l'inventeur érudit et inspiré de paysages imaginaires et fantastiques, réalisés pourtant à partir de croquis d'après nature. Grâce à quoi ils atteignent à leur façon à l'universel. Moi, je crois que c'est ça, la création. Pour moi, c'est ça. Voilà. On est dans la vie, dans la nature, et puis ça passe au travers de nous, et on restitue une œuvre, mais qui est, même si elle est fantastique, même si elle semble imaginaire, elle est quand même issue de quelque chose de vrai, de concret, la nature. Voilà. Par le moyen de l'unique trait de pinceau, l'homme peut restituer en miniature une entité plus grande sans rien en perdre. Du moment que l'esprit s'en forme d'abord une vision claire, le pinceau ira jusqu'à la racine des choses. Ça, c'est très important. Et là, grâce à mon Jean, encore une fois de plus, je commence à avoir une ardoise. Et je suis toujours, j'ai très très rétif à tous ces gens, ces gens de plumes et de pinceaux asiatiques. Mais là, franchement, pour moi, c'est une vraie découverte. Merci, mon Jean. Voilà. Et ces trois dernières lignes que tu viens de dire, elles sont de la main de Shi Tao. Ouais, voilà. Sûr, ouais. C'est du haut niveau partout. Hein. Donc, comme j'ai réussi à trouver des extraits de ces propos là sur la peinture, il y a un auteur, un Belge, je crois, qui a fait, qui les a ressortis avec des commentaires et tout ça. Donc,
On reviendra donc à Shitao la semaine prochaine. On continuera nos digressions en Nuit de Chine et on lira un extrait de Shitao la semaine prochaine. Voilà. Et je crois que lui a réussi, si tu veux, ce que n'a pas réussi le héros du film dont je viens de parler, là, cet artiste coréen, qui a été toute sa vie en recherche de cette liberté, et je crois qu'il y est jamais arrivé, alors que lui, il y est vraiment arrivé, quoi, tu vois, de pouvoir s'exprimer voilà. d'une manière il est arrivé originale. en se mettant, tu as vu, sous la protection des moines. Hein. C'est assez rigolo comme moyen. Voilà. Du coup, les commandes. C'est ça aussi. Il était libre de ça. Il s'était libéré des obligations économiques. Voilà, c'est ça. Et je pense que là, il rejoint en quelque sorte, bien que ça n'ait rien à voir, il rejoint les artistes singuliers ou bruts, etc., qui n'en ont rien à foutre de la promotion sociale par l'art, mais qui travaillent juste parce que ça leur plaît. Enfin, c'est leur manière de s'exprimer, quoi. Peut-être un petit peu. C'est pas tout à fait peut-être juste ce que je raconte, mais je le ressens comme ça. C'était un chant bouddhiste. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Vous allez maintenant écouter notre Jean dans ses œuvres. Vous parlez d'un artiste par l'autre, là, contemporain. Oui, un contemporain. C'est contemporain qui est à peu près, hein, comme tu le dis toi-même,
Il a tous les défauts des artistes contemporains, mais chinois. Mais chinois. Donc, vous pouvez considérer que les défauts sont décuplés parce que là-bas, ils ont les moyens. Voilà. Comme on sait que c'est le premier marché mondial de l'art, la Chine. Bon. Je voulais quand même faire un artiste contemporain, et puis c'est lié à l'actualité. Il est né en 1957, Ai Weiwei, et il y a quelques soucis. Ouais. Les provoque-t-il à chacun de juger. Au début des années 80, Ai Weiwei, qui est né à Pékin en 57, comme je viens de le dire, choisit New York comme terrain d'expression ou de jeu. Il photographiant quotidiennement le monde qui l'entoure. Il poursuit cette pratique à Pékin, où il revient en 93, montrant les multiples aspects de la réalité urbaine et sociale de la Chine. Ces photographies témoignent du capitalisme anarchique, évidemment je mets ça entre guillemets, vous l'aurez compris. Oui, entre beaucoup de guillemets. On fait très attention ici à ça, qui se développe dans son pays, et des contradictions de la modernité. Tout à la fois architecte. Il a été par exemple conseiller artistique pour la construction du stade national de Pékin en vue des Jeux Olympiques de 2008. Il a donc quand même collaboré. Ai Weiwei, il faut le préciser. Sculpteur, photographe, cinéaste. Il a été étudiant à l'université du cinéma de Pékin avec Chen Cage et Zhang Yimou, qui sont deux des plus grands réalisateurs actuels chinois. Blogueur aussi et adepte des nouveaux médias. Il devient rapidement l'un des artistes majeurs de la scène artistique indépendante chinoise, produisant une œuvre prolifique, iconoclaste et provocatrice. C'est un artiste généraliste et un critique social qui a entrepris de faire bouger la réalité et de contribuer à la façonner. C'est aussi un observateur perspicace des enjeux et des problèmes sociétaux d'aujourd'hui, un grand partisan de la communication et des réseaux, un grand partisan ou un grand utilisateur. Oui. Un artiste qui sait introduire de la vie dans l'art et de l'art dans la vie. Oui. Un peu à la manière de Andy Warhol. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas mal, tiens, comme rapprochement. Il aborde de front la question des conditions sociales en Chine et dans d'autres pays en livrant son témoignage sur les bouleversements que subit Pékin au nom du progrès, en adoptant dans ses études de perspective une attitude irrespectueuse à l'égard des valeurs établies ou en rompant avec le passé dans des œuvres composées de vieux meubles trouvés. Que c'est génial. Bon, je précise quand même que Robert est très très critique, parce que Ai Weiwei est devenu très riche, et ça, ça c'est du domaine de l'interdit. Oui, moi je préfère Shitao. Robert ne s'interdit pas grand-chose, mais il s'interdit de devenir très très riche. Oui, je préfère Shitao qui était. Jusqu'ici, ça a bien marché, il faut le dire. Il ne pas le placer. Il veut pas que j'en parle. Vas-y. Je préfère Shitao qui, comme tu me le rappelais, était de descendance royale et qui, à 7 ans, a voulu rentrer au monastère pour foutre en l'air tous ces trucs-là. Voilà. Je comprends. Je suis pas loin de partager cette sensibilité, mon cher Robert, mais tu t'en doutes un petit peu. Bon. L'idée qui guide Ai Weiwei, puisqu'on va rappeler son nom quand même, même si manifestement je vais pas avoir droit de lui faire trop de pub. L'idée qui arrête, il n'y a pas de censure ici, mon genre, tu sais bien. Non, absolument pas. L'idée, pas même d'autocensure. Non. Quick. L'idée qui le guide reste la même. Libérer les potentiels dans le présent et pour l'avenir, affirmer ses positions grâce aux dizaines de milliers de photos et de textes diffusés sur son blog ou par le biais de Twitter. Voilà. Alors, Entrelacs, qui va démarrer le 21 février, c'est-à-dire... mon cher Robert, aujourd'hui, absolument, d'où le papier sur Ai Weiwei, ça y est, vous avez compris. Tu colles à l'actualité, quel pro. Et qui se poursuivra jusqu'au 29 avril, est la première grande exposition en France consacrée à cet artiste et homme de communication, voilà, je te lâche ça quand même, qui observe l'état du monde, l'analyse et tisse des liens avec ses semblables par de multiples canaux. L'exposition, qui présentera également des vidéos, est centrée sur les photographies d'Ai Weiwei. C'est pas ce qu'il a fait de moins intéressant, il faut le dire, donc moi je conseille d'y aller quand même à cette expo.
mais on en reparlera peut-être la semaine prochaine, celles par lesquelles il rencontre des mutations profondes du paysage urbain de son pays, celles aussi qui relèvent d'une démarche plus artistique. Le Conte de fées, c'est le nom d'une de ses œuvres, pour la Documenta de Cassel, et les innombrables photos numériques diffusées sur son blog ou à l'aide de son téléphone portable. Par la richesse de son iconographie, cette exposition consacrée à Ai Weiwei tend à montrer la diversité et la complexité du personnage et sa manière d'être constamment en relation avec le monde. D'où cette idée d'entrelac, de lien qui ne cesse de se tisser par-delà les frontières et les obstacles en tout genre. Voilà, je précise quand même que arrêté et placé en détention pour évasion fiscale. Oh tiens. Ah non, tu vas pas commencer à donner crédit. Non. À cette arrestation, tu sais, Vas-y, oui, j'y donnerai un certain crédit quand je. Donc, arrêté et placé en détention pour évasion fiscale le 3 avril 2011 par les autorités chinoises, libéré sous caution le 22 juin 2011. Ai Weiwei est à ce jour toujours interdit de sortie du territoire, donc il ne sera pas là pour le vernissage. Le pauvre. Si vous voulez le voir, c'est pas la peine d'y aller par contre. C'est vraiment pour voir ces photographies essentiellement. Voilà, je vous mettrai un lien pour cette exposition sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Oui, voilà. Non, mais bon Jean, bien que foncièrement contre la prison, je dois constater qu'il n'y est resté même pas 3 mois, alors qu'en Chine, c'est que dalle. En Chine, par rapport à la moyenne des... Qu'est-ce que c'est que ce rigolo, quoi. Non, mais enfin, il doit se faire une grosse pub là-dessus, quoi. T'as des mecs qui croupissent en prison depuis des dizaines d'années en Chine, des pauvres glands qui n'ont pas de notoriété, puis personne n'en parle et on les laisse crever. Voilà. C'est toujours la même chose. Voilà. Pour être honnête, je n'y ai même pas passé 1 mois et demi, moi. En tôle. Ah bah, très bien, mon Jean. Moi, je trouve ça formidable, les gens qui vont jamais en tôle. Non, c'est vrai, il faut le souhaiter à tout le monde. N'est-ce pas, Piquet-Cou? Même mes 3 jours, ils n'ont duré qu'une journée et demie, si tu veux, donc. Ça, j'y attendais. Par contre, j'ai connu le pensionnat. Ah oui, non, c'est pas mieux. Là, c'est un apprentissage, je pense. Là, on nous forme pour après aller à Fresnes ou aller à la Santé ou aller. Mais figure-toi que j'ai été le seul élève de toute l'histoire de cet établissement à être dispensé de messe. Là, c'est très fort. Il faut quand même y arriver. Un jour, je vous raconterai comment. Ah oui, ça va bien. Là, oui, ça nous réjouira. Jean. young
Let Me Sleep par Kuan Yan. Bien, merci beaucoup Piquet-Cou. Et tout de suite sur la Radio Libertaire, une radio sans Dieu, sans maître et sans pu, vous allez écouter la voix du hussard noir de la République qui va vous causer des expositions à ne pas manquer. Oh. Il vient de casser une table qui avait déjà été massacrée par Sarkozy, qu'on avait eu du mal à retaper. Enfin bon. Tu connais les difficultés, puisque toi-même tu en parles tous les mardis, de cette station. Oui. Arrête parce qu'ils vont me faire payer l'ardoise. Ah bah là, je crois qu'ils vont pouvoir. Merde. Donc, et puis Piquet-Cou est morte de rire. Donc vous voyez la table ovale là. Ouais. Je parle aux animateurs qui nous écoutent à Publico. Vous voyez la table ovale là. Bon ben. non, je plaisante, ça va. Je sais pas comment elle a résisté. Ah oui, elle a pas l'air si solide que ça. Non, mais... pas vraiment. Non. Bon. Alors la première expo à ne pas manquer, c'est Félix Ziem. Ça te dit quelque chose, Félix? Oui. Voyage, impression et paradoxe. Voilà. Je devais en parler la semaine dernière, en fait, avec nos carnétistes tribulants. Donc j'avais choisi cette expo pour eux, ou pour elle plus exactement. Musée, ça c'est au musée des Beaux-Arts, c'est 19 rue Poterne, 21 200 à Beaune. Hein, ça vous oblige à voyager un petit peu, mais de temps en temps j'aime bien faire ça. Vous obligez. Beaune, il y a des caves. Hein, exactement, vous pouvez en profiter, voilà, pour faire un voyage réellement culturel. C'est valable jusqu'au 28/02/2012. Hein. Premier artiste à être entré au Louvre de son vivant, hein, en 1910, Ziem, il est pratiquement complètement oublié aujourd'hui. Hein. À l'occasion du centenaire de son décès, sa ville natale, donc de Beaune, hein, s'est associée au comité Félix Ziem pour présenter une exposition constituée de 150 de ses œuvres. Alors Ziem, il s'installe dans le sud de la France dès 1839 et décide de vivre de son art à partir de l'année suivante. Ah oui, c'est là-bas que j'ai vu des trucs de lui. Ah ouais, attends, mais c'est de la super peinture. Hein, faut pas, voilà. Séduit par la lumière pure et ardente du sud, il cherche à la traduire dans des paysages à la technique impressionniste et impressionnante, je rajouterai au passage, et au style orientaliste riche en variations de lumière et en effets de couleur, hein, dont ces bleus d'ailleurs qui firent tant rêver Van Gogh, hein, quand même une petite référence. L'expo retrace son itinéraire artistique à travers ses nombreux voyages, dont Venise, hein, qui sont les éléments constructifs de son évolution stylistique. Mais elle offre aussi une réévaluation de son œuvre picturale, abondante. Hein, Félix Ziem, c'est plus de 5000 peintures, faut se les torcher, hein, surtout que vous allez voir, c'est du beau boulot. Hein. Varié, qui s'est aussi libéré des éternels tableaux vénitiens stéréotypés, hein, pour oublier le dessin et le trait, simplifier les formes, poser des couleurs vives et pures de façon plus expressive, hein, annonçant les avant-gardes. Mais enfin, maniez-vous, c'est valable pendant une semaine. Ensuite, si vous passez à Beaune, il y a de toute façon une collection permanente des œuvres de Ziem. Hein, je me demande si pardon, bonjour, si c'est pas Martigues qui est de Maison Ziem. Ah, peut-être. Ça, je ne sais pas. Là, j'avais vu des peintures de lui, en tout cas. Voilà. Et puis, Bretagne-Japon 2012, ça, c'est dans toute la Bretagne jusqu'à la fin de l'année, hein. Tout au long de l'année 2012, donc, la Bretagne accueille des objets d'art japonais et sort des collections de ses propres musées, des œuvres bretonnes japonisantes, on va dire. Des armes aux estampes, des photographies aux peintures, des porcelaines aux textiles, plus de 800 œuvres rares seront présentées dans 12 musées bretons. Un archipel de 12 expositions qui entend rappeler le courant japoniste, hein, apparu lors de l'exposition universelle de 1867 en France. À cette époque, l'engouement des Occidentaux pour le pays du soleil levant, hein, est tel qu'ils se mettent à collectionner un grand nombre d'objets d'art nippon. Des collections que l'on retrouve dans les musées de Bretagne. Hein. Dans le même temps, des artistes locaux, tels Francis Hennequin ou Mathurin Méheux, hein, se rendent au Japon pour découvrir de nouvelles sources d'inspiration. Parallèlement, l'art de l'estampe influence les peintres de l'école de Pont-Aven, mais ça on en a déjà parlé, hein, Bernard, Gauguin, Sérusier, et également ceux du groupe des Nabis. Hein. Ils y trouvent de nouvelles manières de représenter l'espace et des innovations graphiques comme la juxtaposition d'aplats colorés ou des effets de décentrement et d'oblique. Concarneau, Saint-Brieuc, Quimper, Brest, Lamballe, Douarnenez, Dinan, Rennes, Lorient et Morlaix vous attendent tout au long de l'année 2012. Pour certaines de ces villes, c'est plusieurs fois, hein, au moins 2, voilà. D'accord, bon, je vous remercie beaucoup. On vous parle tout de suite des expos, puisque le temps passe et la mort vient. Pas des expos, des annonces traditionnelles. Pour la radio, vous savez,
À la librairie Publico, vous pouvez prendre une carte d'animateur qui coûte 20 €, qui nous permet de maintenir notre trésorerie à peu près à flot pour l'entretien du matériel du studio, la régie où est en ce moment en train d'usiner Piquet-Coup. Et puis une carte d'auditeur, donc Librairie Publico, où Laurent et Max, nos chers permanents, vous accueillent les bras ouverts pour récolter vos thunes. Et puis aussi la librairie Publico, dont j'en vous parle tous les mardis, librairie militante qui a aussi besoin d'être soutenue par des lecteurs, et donc on suppose que les auditeurs de cette radio seront sensibles à cet appel et s'y précipiteront en masse pour dévaliser la librairie, ce qui donnera un petit coup de chaud au cœur toujours de nos deux chers permanents. Alors vous y trouvez de la littérature généraliste, de la littérature militante, de la presse militante, des affiches, des DVD, des pins, des t-shirts, des sweats, etc. Bon, tout ce qui peut faire un peu de gras à la librairie. Et puis, dans cette librairie, vous pouvez trouver aussi un dépôt de presse du Monde Libertaire. Vous pouvez aussi vous y abonner. Vous pouvez aussi, évidemment l'acheter puisqu'il est sur place, et vous abonner. Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, qui paraît toutes les semaines dans quelques kiosques à Paris, quelques kiosques aussi au niveau national, et qui depuis déjà 5 semaines publie un numéro gratuit qui est distribué dans divers endroits, marchés, métro, laverie automatique, bar sympathique, toche, etc., etc. Une expérience pour voir si vraiment il y a un lectorat, parce que bon, évidemment maintenant la presse en général, mais la presse militante en particulier, est un petit peu sur une planche à bascule. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous rencontrez dans le métro ou si vous rencontrez sur une place de marché ou des distributeurs humains de ce numéro gratuit, bah écoutez, leur faites pas la tronche. Et puis vous avez la chance d'en trouver dans votre laverie automatique. Ne faites pas la tronche non plus. Et vous pouvez toujours aller sur le blog du Monde Libertaire, dont je n'ai pas en tête exactement l'adresse exacte, mais bon, vous pouvez trouver tout ça sur le net. Merci beaucoup. C'était donc Arakaï, la 141e, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Bon, Jean. Eh ben, salut à tous, et puis à la semaine prochaine, donc pour des digressions chinoises, Nuit de Chine numéro 2, on va dire. D'accord, mon Jean. Okay. Avec plaisir. Salut. On termine par une petite annonce pour ce vendredi à Publico. Vendredi 24 février à partir de 19h30, donc à la librairie. Après la librairie, c'est encore la librairie. Les Lascars du LEP électronique. Hiver 86, manifestation contre la loi de Vaquet. Les élèves du LEP électronique se mettent en grève. Leurs revendications ne sont pas les mêmes que celles des étudiants. Donc c'est vendredi au 145 rue Amelot. Et musique, on termine par une petite musique japonaise pour illustrer la dernière exposition. Donc c'est Kuroda Bushi, un chant de samouraï, donc sur une mélodie du 8e siècle et des paroles du 17e siècle, par l'ensemble Sakura. Au revoir. Salut à tous.